Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle masterclass du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication, Innovation de Vinci Executive Education. Vous en avez l'habitude maintenant, si vous suivez le MBA MCI, à peu près une fois par mois, on partage sur nos réseaux sociaux une masterclass avec un expert ou une experte emblématique de notre marché. Et aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir Bruce Hoang. Bonjour Bruce. Bonjour. Merci de passer ce moment avec nous et de partager tes connaissances et également ce que tu appliques au quotidien avec tes équipes au sein de Orange France, parce que tu es donc directeur donc data, social media, CRM d'Orange France, et tu vas nous proposer ce matin une intervention autour, on va dire, des relations parfois un peu contrariées et un peu frustrées, mais ô combien intéressantes et stratégiques pour une marque telle qu'Orange, entre les réseaux sociaux, le social media et le data listening. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez donc un chat, que vous soyez sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook, sur X en train de nous suivre. Je vois que vous êtes presque 150 à nous suivre. Donc il y a évidemment les étudiants du MBMCI et puis il y a ensuite d'autres personnes qui souhaitent nous suivre. Il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Hein. On n'est pas du tout entre nous. Hein. Vous êtes les bienvenus si le sujet vous intéresse. Évidemment, on est dans aussi l'économie du partage et c'est ça la magie du web. Si vous avez des questions à poser, vous les posez dans le chat et puis nous on les verra avec Bruce et puis on les traitera tout au long de ce live. Mais dans un premier temps, on va quand même laisser Bruce s'exprimer et nous raconter ce qu'il fait concrètement chez Orange et donc cette fameuse péréquation entre social media et data listening. Merci beaucoup, Louis, et ravi d'avoir été invité sur cette masterclass. Comme vous le voyez, là, vous avez à l'écran le bureau, nos bureaux. Je suis au 8e étage de ce bureau, juste au-dessus du logo d'Orange à Arcueil. Je vais vous parler effectivement de communication digitale et data. Je travaille chez Orange depuis 2008. J'ai commencé chez Orange en fait en Angleterre à la régie publicitaire. Donc je travaillais vraiment de l'autre côté de la barrière. J'étais directeur des études, puis après directeur marketing de la régie publicitaire. Donc je vendais des inventaires. Donc mon background même avant était plus études, on va dire online. Donc j'ai vraiment un contexte d'apprentissage qui est extrêmement varié, qui va des études, qui va à la régie publicitaire, au programmatique, au programme avec des vrais sujets autour du ciblage de l'audience, de la DMP. Et puis depuis quelques années maintenant, je travaille aussi tout l'écosystème du social, qui est très, on va dire, cloisonné par rapport au système, on va dire, plus programmatique classique. Donc, je vais vous raconter un petit peu finalement la synthèse de tout ce parcours dans l'équipe, au sein de l'équipe que je dirige depuis quelques années, qui est une équipe à peu près de 30 personnes avec laquelle eh bien, on travaille les leviers de communication digitaux sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les plateformes de sites de communication. Mais avant toute chose, ce que je vous propose, c'est de se redonner un peu en contexte quelques grands chiffres. Et en France, de se dire que aujourd'hui, quand on est marketeur, on ne peut plus faire l'impasse des réseaux sociaux, puisque 8 Français sur 10 de la population active sont sur au moins un réseau social, avec une durée quotidienne moyenne d'usage de 2 heures, et même un petit peu plus, puisque là, ce sont des chiffres que vous voyez qui datent de janvier 2023, et j'ai regardé ceux de 2024, et ils sont encore un peu plus élevés. Donc voilà, nous sommes bien évidemment baignés des réseaux sociaux. L'actualité récente politique nous le montre bien aussi. Et quand on regarde d'un petit peu plus près à la loupe ces réseaux sociaux que nous consultons, on voit toujours une prédominance de méta avec Facebook, WhatsApp et Instagram. TikTok, bien évidemment, est aussi très très fort, mais arrive un petit peu derrière. Donc, et Snapchat en France a cette particularité, c'est qu'il est extrêmement puissant, contrairement aux autres pays, et qu'il représente aussi des catégories de population plus âgées que la moyenne des pays européens sur Snapchat. Donc ça, c'est aussi intéressant de le voir.
Donc, vous voyez qu'il y a une multiplicité de plateformes aujourd'hui, on le verra dans la présentation, donc une complexité de l'écosystème à gérer, qui, en plus, avec les nouvelles régulations que vous avez peut-être entendu parler en Europe, la DMA, force finalement les grands GAFAM à cloisonner l'expérience utilisateur, ce qui, en tant que citoyen, est une très bonne chose, mais qu'en tant que marketeur, complexifie énormément les écosystèmes et a tendance à les plateformiser, à les siloiser, entre guillemets. Donc ça, c'est un vrai élément à prendre en compte en tant que professionnel, hein, c'est de se dire qu'il y a une complexité à gérer quand on est sur les réseaux sociaux et sur les écosystèmes des plateformes. Chez nous, à Orange France, on travaille avec plusieurs plateformes et donc on gère cette complexité. On travaille sur X, anciennement Twitter, qui est un gros canal chez nous pour s'adresser aux leaders d'opinion, à la presse et aussi aux empreintes, à la presse régionale, puisque notre empreinte régionale est très très forte chez Orange. On a des directions de communication aussi en région. Donc Twitter et X est très important pour les leaders d'opinion et pour fournir des informations en temps réel de service client. Facebook aussi l'est énormément puisque on s'adresse quand même à des populations qui sont un petit peu plus âgées. Donc voilà, Facebook est extrêmement mainstream. On utilise Instagram aussi pour des populations un peu plus jeunes et puis pour mettre en avant nos produits et services, en particulier nos équipements, les smartphones. Pinterest est sous-estimé. Pinterest est un réseau qui fonctionne extrêmement bien dans le bas de funnel. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus loin dans la présentation. C'est un réseau social particulier parce qu'il n'est pas conversationnel, mais il a cette capacité à faire cliquer et à envoyer du trafic sur les boutiques. LinkedIn pour les sujets d'employé advocacy et de RSE également, et TikTok pour cibler des personnes jeunes, puisque la particularité de TikTok, c'est que on arrive vraiment à toucher les générations Z, alors pas n'importe comment, parce qu'il faut être dans les codes de TikTok, et on a lancé notre TikTok Orange France il n'y a pas très longtemps. Il y a un TikTok Orange qui existe et qui fonctionne très très bien. Et alors la particularité du lancement d'Orange France, c'est qu'on ne fait que de l'organique. Donc on s'est mis un point d'honneur à ne pas faire de médiatisation du tout, parce qu'on ne veut pas donner à manger à l'algorithme, on ne veut pas le rendre accro aux euros. Et donc notre stratégie, elle est totalement organique jusqu'à maintenant. Je parle bien du compte Orange France, pas du compte @orange. On utilise aussi un peu Snapchat et YouTube, bien évidemment, YouTube qui est incontournable puisque c'est le deuxième moteur de recherche après Google. Donc voilà, on a à peu près 1,5 milliard. C'est, comme je vous l'ai dit, pour le service client, que ce soit les équipes de la relation client, les équipes du commerce ou les équipes de la communication, on commence à travailler pour un même but, qui est d'avoir une expérience all-in-one, ce que j'expliquais dans le slide précédent, pour les utilisateurs. Parce que les plateformes propose ce type d'expérience. Donc ça a une application, on va dire, organisationnelle forte, de gouvernance aussi très très forte. Et en termes de contenu, on va avoir finalement une stratégie de contenu diversifiée pour faire de la répétition qualitative et gagner l'attention des clients. Parce qu'il y a aussi un autre élément à prendre en compte, c'est que vu qu'il y a une multiplicité des plateformes, il y a une bataille effrénée pour l'attention du consommateur. Et donc, pour pouvoir attirer l'attention du consommateur, il faut quelque part il ne faut pas avoir un style très direct et un seul message. Il faut avoir une succession de messages qui va permettre de laisser une empreinte à l'utilisateur. Donc là, vous avez un exemple typiquement de type de contenu qu'on va pouvoir travailler et qui sont des contenus à la fois branding et performance. Il y a de moins en moins de différences. Premier contenu, c'est un contenu, ce qu'on appelle User Generated Content, UGC, vu de l'utilisateur et du client. Et là, on va travailler de plus en plus du contenu avec des personnes, j'ai envie de dire lambda, pas des comédiens, qui vont donner leur avis, qui vont parler du produit. Et là, on va essayer de mettre en avant cette expérience authentique, parce que c'est ça qui intéresse les gens aujourd'hui. C'est vraiment l'authenticité. Ensuite, on va recibler des personnes qui ont interagi avec ce contenu-là,
qui vont, et ces personnes-là, on va leur pousser des démos produits plutôt intéressantes et ludiques. Ensuite, on va leur pousser des formats un peu effets spéciaux pour mettre en scène le produit, faire en sorte que les gens se disent « Ah tiens, je peux faire ça avec ce produit » et puis de manière très, très ludique. Et enfin, une fois qu'on aura capté vraiment l'attention et travaillé finalement l'empreinte de ce message, de ces messages, on poussera des formats conversion prix. Et ça, cet exemple montre que ça peut se faire pour un smartphone, ça peut se faire pour n'importe quel produit ou service. Ça montre que finalement, on a besoin de répéter le message, mais de répéter différents messages. D'où le sujet de la complexité. Parce que quand vous êtes un marketeur, il va falloir que vous décliniez, enfin pas que vous décliniez, même que vous produisiez des contenus qui vont être différents, des contenus verticaux, des contenus, on va dire, à la fois performance et en même temps ludiques, qui vont permettre d'attirer l'attention et de vous faire un avantage compétitif et de gagner en productivité finalement média. Et donc, c'est tout cet équilibre qu'il va falloir travailler, cet équilibre économique. C'est-à-dire que là, vous allez investir finalement plus d'argent, en tout cas nous, c'est notre vision, dans le contenu, content first, que dans le média avec un contenu très monolithique qui ne va pas se différencier. Donc aujourd'hui, c'est très important d'avoir des experts en contenu, d'avoir des personnes même en interne qui puissent produire du contenu, pas seulement les agences, on peut avoir des solutions hybrides. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment assez révélateur de notre époque. Alors qu'avant, on mettait en place des contenus, alors on mettait aussi en place des DCO avec des petites variations de contenu, et puis on balançait. Mais en réalité, là, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut être dans l'émotionnel. Il faut créer une empreinte émotionnelle qui va permettre de capter plus l'attention parce qu'on est dans une bataille effrénée de l'attention. Il y a tellement de messages dans tous les sens, avec des messages de qualité parfois, bah, qu'on est obligé finalement de mettre encore plus le poids sur le contenu. Alors, je vais vous parler maintenant de mon équipe et de notre raison d'être chez Orange France, à la direction de la communication digitale et data. Donc, notre raison d'être, c'est d'être une marque conversationnelle et relationnelle. Comme je vous l'ai dit, il y a un rapprochement très très fort entre la relation client et le sujet des réseaux sociaux et de la marque et du business. Si on n'a pas cet aspect relationnel, c'est comme si sur une maison, vous créez le premier étage, vous construisiez le premier étage sans avoir les fondations. Et donc, on le vit tous les jours. C'est-à-dire que quand vous avez un problème, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez le service client. Si vous avez un problème avec le service client qu'on ne vous répond pas, vous allez envoyer un message sur X ou sur Facebook et ça va se savoir. Donc, il faut qu'on ait une posture conversationnelle, relationnelle. Il faut que notre marque parle comme une vraie personne. Il faut incarner, en fait, notre discours. C'est l'humain qui fait la différence. À l'ère de l'intelligence artificielle, on peut automatiser beaucoup de choses pour être plus productif. Ça, c'est un vrai gain de temps. C'est un vrai, voilà, c'est une vraie manière d'aller plus loin dans la performance. Mais ce qui va faire la différence, in fine, c'est quand même l'humain. Et c'est notre expression. Donc, travailler sur la marque et notre expression comme une vraie personne, avec simplicité et authenticité. Ça, c'est fait partie des traits de notre marque. Et comme je vous l'ai dit juste avant, on veut créer une expérience émotionnelle, engageante. On veut adopter un ton juste et de manière positive, bien évidemment, on ne veut pas détruire de la marque. Alors, je vous ai mis juste en dessous un graphique qui vous montre finalement l'objectif qu'on a. Vous voyez sur le graphique à gauche, c'est notre part de voix. Donc notre part de voix, on a une très bonne part de voix, au-dessus même de notre part de marché. On a 42% de part de voix sur Orange sur les réseaux sociaux. Il s'agit des conversations sur les réseaux sociaux. Hein. C'est un graphique qui est issu de l'outil Talkwalker que vous connaissez peut-être, qui est un outil d'écoute sociale. Et vous avez à droite le sentiment, les conversations qui sont analysées par type de sentiment, le vert étant le sentiment positif, le rouge étant le sentiment négatif et le jaune étant le sentiment neutre.
En réalité, ce qu'on veut, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est d'augmenter la part de sentiments positifs. Parce que être une marque conversationnelle, c'est être une marque conversationnelle de manière positive, bien évidemment. Et donc, on va travailler beaucoup sur nos prescripteurs. On sait que les détracteurs, on n'arrivera pas à leur faire changer d'avis. Et puis, on est, en tant qu'opérateur télécom, soumis parfois à des problèmes de réseau, des problèmes de panne, des problèmes techniques. Et ça arrive, et on sait que ça continuera d'arriver. Donc, on entend, voilà, parce que notre objectif, c'est d'augmenter la part du positif et de travailler vraiment sur nos prescripteurs. Et c'est en étant conversationnel, en étant émotionnel, qu'on va arriver à le faire, tout en respectant les bases, les vraies bases qui sont la posture relationnelle, la posture du service client. Et c'est pour ça que je vous dis que dans une organisation, c'est très important. Nous, notre équipe, elle travaille étroitement avec l'équipe du service client. On a travaillé, on s'est mis en one team pratiquement, parce que si on ne répond pas à ça, vous voyez bien qu'on ne peut pas, on ne peut pas limiter, on ne peut pas limiter le rouge et on ne peut pas appuyer sur le vert, parce qu'à chaque fois qu'il y a une panne ou quoi que ce soit, une demande, si on est incapable d'y répondre, si on est incapable d'avoir de posture, eh ben, on n'arrive pas à être conversationnel et de manière positive. Alors, comment fonctionne mon équipe Mon équipe fonctionne avec différents pôles. Le premier pôle que vous voyez en haut à gauche, vous voyez la social room. Alors, qu'est-ce que c'est que la social room? La social room, c'est une équipe de community managers qui travaille avec le service client. Donc, c'est exactement, enfin, pour confirmer ce que je viens de dire, hein, c'est un vrai socle relationnel. On travaille aussi avec un responsable d'influence et donc des influenceurs, et avec des data analystes qui vont analyser de manière permanente, en temps réel, la réputation de la marque grâce à des outils qui sont des outils d'écoute sociale, mais aussi des outils de search listing. J'y reviendrai juste après, parce que le search listing, c'est important aussi dans l'écosystème Google. Et tout cette social room va être finalement au service de contenu sur les réseaux sociaux et d'émergence du contenu sur les réseaux sociaux qu'on va mesurer à travers des outils de publication. On utilise Sprinklr, en l'occurrence, on utilise plusieurs briques de Sprinklr. De l'autre côté, si vous regardez les blocs qui sont à droite, vous avez un pôle de sites de communication. On fait aussi du contenu éditorial sur des sites de brand, de brand content, comme par exemple Bien Vivre le Digital. Bien Vivre le Digital est notre site qui parle de l'accompagnement numérique, des accompagnements digitaux pour tous les publics, que ce soit les seniors, les parents connectés ou même les jeunes. Et on a aussi un site qui parle du réseau de Orange, et un site de service, etc. Vous avez en fait un lien entre ce bloc de sites de communication, qui est l'écosystème de Google, de YouTube et de Dailymotion, et l'écosystème des réseaux sociaux. Et ça, ce lien, vous l'avez à travers le bloc qui est au milieu, que vous voyez, le planning éditorial et digital, qui va orchestrer la stratégie des moyens, des contenus, sur 3 types de contenus. Premier type de contenu, le pitch et le play. Le pitch et le play, ce sont des contenus qui vont être postés sur les réseaux sociaux. Les contenus pitch, c'est des contenus qui vont être très, très courts et qui vont tout de suite faire un hook, qui vont hameçonner finalement l'audience pour pouvoir l'intéresser. Le contenu play, c'est un contenu qui va être interactif, ça va être par exemple un contenu de quiz ou de sondage, etc. Aussi sur les réseaux sociaux, qui va permettre de capter l'attention. Et le troisième contenu, c'est le contenu plunge. Et le contenu plunge va plus être un contenu durable, article sur des sites de communication, donc d'environnement Google, pour travailler le SEO à long terme. Et donc, on va, pour chaque type, chaque thème de prise de communication, prise de parole, on va articuler des contenus pitch et play qui vont être gérés par les équipes de la social room, les community managers, et les contenus plunge qui vont être gérés par les sites de communication. Et donc, on va avoir des personnes
dans le planning éditorial digital en charge de différentes thématiques de communication et qui vont, à chaque fois qu'on va avoir un enjeu de communication ou fil rouge, traiter du pitch, du play, du plunge. Ça, c'est pour le planning éditorial. Il faut pouvoir mesurer au mois des bilans, pouvoir piloter ces contenus, faire du content planning en fonction de données objectives. Et donc, c'est pour ça que vous avez ce bloc data et performance juste en dessous à droite, parce que le bloc, l'équipe data et performance, va permettre de générer des dashboards, des tableaux de bord, qui vont permettre d'objectiver finalement la performance de nos actions pitch, play, plunge. De comprendre ce qui se passe, de se dire, est-ce que ce mois-ci, on a bien fait de traiter ce contenu-là, de le médiatiser de telle ou telle manière, qu'est-ce qu'on devrait faire le mois prochain, et donc de manière itérative et agile, de pouvoir nous fournir des données précises, qui soient les plus fiables possibles, nettoyées, de manière à ce que les responsables de stratégie de contenu puissent prendre, faire des recommandations et ne pas passer leur temps à chercher de la donnée. Et en dessous, vous avez deux autres blocs qui sont des blocs aussi très intéressants et qui font partie de l'écosystème de l'e-réputation. C'est le bloc Review Management, puisque ça, c'est quand vous allez au restaurant, par exemple, souvent, ce que vous faites quand vous ne connaissez pas le restaurant, vous regardez sur Google combien d'étoiles il a, vous regardez les commentaires. Aujourd'hui, c'est pareil pour les telcos, c'est pareil pour n'importe quelle enseigne. Et donc, on va traiter aussi ce sujet de review management et de recommandation du point de vue de l'utilisateur, parce qu'on sait que c'est un vecteur de visibilité et d'audience très très fort. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple 4 étoiles sur 5, tout de suite, Google vous donne énormément de visibilité, c'est pas linéaire, vous avez 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, et puis dès que vous passez 4, 4,1, tout de suite, paf, vous avez énormément d'audience. Donc ça, on essaye à chaque fois de travailler le review management de nos boutiques, puisque nous avons un réseau de boutiques, de plus de 500 boutiques en France. Et le presence management, c'est le travail des pages Google, des pages Facebook boutiques, qui vont permettre de mettre en valeur nos produits, nos services et notre actualité sur les réseaux sociaux. J'ai une première question de Thomas. Est-ce que cette organisation, vous avez une cellule de crise qui permet de réagir sur des annonces virales qui surviennent opinément? Merci beaucoup Thomas pour cette question. Effectivement, ça fait partie des prérogatives de la Social Room. Nous sommes dans les cellules de crise et nous sommes une sorte de vigie sur les crises de réputation de la marque, mais et qui vont très très loin. C'est-à-dire que quand on a une crise de mail, tout de suite, nous, on est conviés sur le pont de crise stratégique avec les équipes techniques. Et donc, avec le service communication Corp, on choisit, on regarde si on doit mettre en place une posture réactive ou une posture proactive. Et on alimente de manière permanente ce qui se dit, les conversations qu'ont les utilisatrices et les utilisateurs en général publiquement, et aussi on l'alimente par le service client. C'est-à-dire que le service client est sur le pont de crise, et c'est pour ça que le service client est dans la Social Room, pour dire est-ce qu'il y a des plaintes de nos clients, est-ce que nos services clients sont engorgés. Et souvent, quand ils sont engorgés, nous, ce qu'on dit, il faut absolument faire une posture sur les réseaux sociaux de manière à désengorger pour donner de l'information. Donc oui, nous faisons partie du pont de crise. D'ailleurs, pour les JO, vous savez que Orange est partenaire technique des JO, et nous sommes d'astreinte, et nous avons des veilles tous les jours à 8 heures, un pont de veille, et nous sommes mobilisables à toute heure de la nuit, par exemple, ou du week-end, s'il y a un problème, pour tout de suite réagir sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, dans la Social Room, vous avez un énorme, aspect à prendre en compte, c'est la gestion de crise. Effectivement, j'allais y venir, et merci pour ta question, Thomas. Alors, pour revenir au business, comment notre direction contribue à augmenter la baseline business? Vous voyez, il y a le funnel, notoriété, considération, clic achat. Souvent, on oublie l'expérience produit, après l'expérience produit, le partage et le bouche à oreille. Ça, c'est important de le prendre en compte. Et nous, en fait, on va beaucoup travailler sur le fil rouge et ce que j'appelle la baseline et le fil rouge, qui est en fait, prend notre own média
notre own media, notre shared media avec nos influenceurs, un peu de paid, mais beaucoup sur le own. Donc, on va faire de l'organique sponsorisé. Et à chaque fois qu'il va y avoir une campagne, la baseline va augmenter, on va surfer sur cette vague de manière à pouvoir augmenter la baseline. Et on va utiliser nos leviers des réseaux sociaux, des contenus web, de l'e-influence et du marketing relationnel. Voilà. Alors, si ce n'est pas confidentiel, combien de pourcentage du temps de travail de votre équipe est-il issu de ces sujets, ou dire de la crise? Si j'imagine, ça va être de la crise. Je dirais 10% à peu près. 10%. Mais c'est très, ça varie énormément puisque on est dans c'est très asynchrone en réalité. Parfois, on a des semaines où il se passe rien, il y a des semaines où il se passe beaucoup de choses. Parfois, il y a des crises qui commencent, finalement, ça n'en devient pas, ça ne devient pas des crises de communication, mais on peut être sollicité très, très, très souvent et on a des référents. Voilà. Pour répondre aux enjeux business, on va avoir, vous vous souvenez du pitch, play, plunge, ben on va avoir différentes thématiques et on va adresser des cibles marketing. Par exemple, sur le sujet des réseaux, on va travailler le grand public, les gamers, les pros, les collectivités locales sur la fibre et la 5G. Et puis, ces cibles marketing, on va les traduire en communautés. Et nous, on va travailler des communautés sur des comptes et des plateformes. Typiquement, Rush eSport est un compte qu'on a et qui s'adresse aux gamers. Et ben ça, c'est des communautés, les gamers, qui sont très importantes, qui sont extrêmement prescriptrices du sujet de la fibre. Et c'est ces communautés-là qu'on va animer de manière permanente pour que quand on a des prises de parole sur le réseau, ben, on puisse s'appuyer sur ces communautés. Donc nous, on va être vraiment en complément de la publicité sur la télé ou même de la publicité en dark sur les réseaux sociaux. On va aller chercher de la recommandation de nos communautés, de l'appui de nos communautés et du ciblage par la communauté. Et pour aller chercher même du reach, on peut très bien s'appuyer sur ces communautés pour travailler des individus jumeaux grâce aux algorithmes de Meta ou de TikTok. Donc, vous voyez que notre KPI, ça va être l'engagement, encore une fois. Pourquoi? Parce que si nos communautés n'engagent pas, on aura beau faire de la publicité, notre productivité immédiate sera très, très faible. En revanche, si notre communauté s'engage très, très fortement, on peut avoir une petite communauté de quelques milliers de personnes. Ce millier de personnes sera très bien qualifié par l'algorithme et pourra aller chercher des individus jumeaux grâce à l'engagement de cette communauté. Donc, tout l'enjeu pour une marque, c'est d'avoir des communautés, de construire des communautés par rapport aux cibles marketing, de les engager pour ensuite faire de la productivité média et du business. Je vais parler de l'e-réputation. L'e-réputation, c'est un sujet aussi très important pour les marques. Hein. Ça va au-delà des réseaux sociaux, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a des avis qui sont mis sur Google, sur différentes plateformes, sur Trustpilot, et que ça joue énormément sur la recommandation après et sur le dernier kilomètre avant achat, quelque part. Quelques chiffres, hein, 9 consommateurs sur 10 s'informent sur Internet avant d'acheter, 8 sur 10 des informations proviennent des avis clients, et 96% des consommateurs sont sensibles à la réputation. Si on a une mauvaise réputation, si on a des mauvais commentaires, si on a des mauvaises étoiles, bah, c'est une baisse du trafic sur nos sites, c'est moins de clients, c'est une baisse de chiffre d'affaires. Alors, on a construit un programme e-réputation transverse à toute l'entreprise qui implique le service client, qui implique l'expérience client, le retail, les équipes marketing, les équipes commerce. Et on a 4 grands chantiers stream depuis quelques années qui s'appuient sur des compétences, sur des outils, sur une gouvernance. Le presence management qui va travailler sur nos pages boutiques et produits, dont l'objectif va être d'augmenter le trafic vers les boutiques et le digital, de faire du web to store quelque part, grâce à la valorisation de nos produits et services sur les pages Google, Facebook, etc.
Le review management, qui sont les avis, qui vont nous permettre d'augmenter nos ventes si on a des bonnes étoiles et beaucoup d'étoiles et des bons avis. Le community management, qui va nous permettre de prendre en charge très rapidement les plaintes ou les commentaires sur les réseaux sociaux pour baisser les contacts en service client et augmenter notre satisfaction, notre delta sat. Et le data et le content planning qui vont travailler le social listening et le search listening aussi pour augmenter le trafic, que ce soit en SEO organique ou que ce soit en conversation publique. Donc, si je prends par exemple le presence management, typiquement, ça va être de faire en sorte qu'on assure une visibilité organique maximum des boutiques sur les plateformes telles que Google, notamment de faire en sorte que nos pages soient extrêmement bien référencées, qu'elles aient toutes les informations de nos produits et services, de manière à ce qu'on puisse émerger le mieux par rapport à nos concurrents. Le review management, ça va être de travailler, par exemple, du review boosting. Alors, qu'est-ce que c'est que le review boosting? C'est, nous, on capte beaucoup de sondages à la sortie de boutique, qui sont des sondages propriétaires. Et ces sondages propriétaires, quand les gens les remplissent, les gens ont la possibilité de partager ce sondage aussi sur Google. Donc, ça permet d'alimenter nos pages Google des sondages, de nos propres sondages boutiques, et d'augmenter quelque part le volume des avis et aussi la note pour pouvoir arriver à cette fameuse note de 4 par boutique. Donc là, on a une moyenne, je vous ai montré une moyenne, et on a des boutiques qui sont au-dessus de 4, et c'est ça qu'on vise, de manière à ce que ça apporte du trafic et que Google puisse mettre en visibilité de manière optimale, maximale, la boutique et lui apporter du trafic. Là, c'est un outil assez comment dire, riche que je vous montre sur un sujet que j'ai pris. Alors, j'ai pris un thème, la réparation, puisque nous offrons en fait à nos clients et non clients de réparer leur smartphone quand il y a un problème en boutique. Et donc là, ce que vous avez, c'est une analyse. Ça a été fait par Synomia, l'entreprise Synomia, une analyse, une cartographie des recherches du funnel réparation, donc du parcours d'achat réparation sur Google en fonction des thématiques. Donc, en fait, ce qu'a fait Synomia, et c'est très intéressant, ils ont découpé finalement le parcours d'achat en fonction des conversations, donc de l'écoute sociale qu'ils ont fait, et ils se sont ensuite rapprochés des requêtes Google pour déterminer quel était le volume de recherche Google et de comprendre aussi notre position par rapport aux concurrents que nous avons identifiés. Et donc là, vous voyez bien que y a 5 étapes dans le projet de réparation. D'abord, première étape, je préviens les problèmes de mon téléphone pour ne pas qu'il tombe en panne ou qu'il soit cassé. Ensuite, deuxième étape, j'ai un problème avec mon téléphone. Troisième étape, j'identifie les solutions qui s'offrent à moi. Quatrième étape, je fais réparer mon téléphone et en information. Et ensuite, en choix, je trouve un réparateur. Et on voit bien que dans les thématiques, vous avez des thématiques où on a plus ou moins on performe plus ou moins sur les SERP, c'est-à-dire les réponses aux recherches Google. Parfois, on est en première page, parfois, on est en troisième ou quatrième page. Et donc, on va établir une stratégie de création de contenu sur les réseaux sociaux et sur nos plateformes de communication, de sites de communication, en fonction de notre position de recherche et de l'effort que ça va prendre pour aller chercher beaucoup de recherches. Donc, je vais vous prendre un exemple. Si je prends le sujet de j'identifie les solutions qui s'offrent à moi avec réparation du téléphone, j'ai énormément de recherches, j'en ai 314 160. Là, c'est le jaune, c'est la petite colonne jaune. Il est probable que pour faire ça, je vais devoir vraiment travailler le SEA, je vais devoir mettre beaucoup d'argent, voire même faire une campagne télé pour vraiment essayer d'aller capter le plus de recherches parce qu'il y a une énorme concurrence. En revanche, si je vais sur un sujet qui est la coque de téléphone, par exemple,
bah, la coque de téléphone, c'est un sujet qui est un peu moins, on va dire, protection du téléphone, qui est un peu moins discuté, où il y a un peu moins de recherche. Mais vu que l'intensité concurrentielle est moins forte et que j'ai beaucoup plus de facilité à émerger, bah, je vais peut-être aller créer du contenu sur ce type de recherche-là, ce qui va me permettre d'émerger plus facilement, certes sur moins de volume, mais comme on dit, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc, je vais adapter ma stratégie de contenu en fonction de ma position, de mon opportunité d'aller chercher des places sur des thématiques de recherche et sur des volumes de recherche qui sont très variés et très différents en fonction des thématiques. Et donc, bah, voilà, typiquement, vous voyez bien, là, l'idée, j'ai un data planning, je regarde les insights, les feedback clients, je fais du content planning, et là, je vais faire du content planning pour émerger sur les coques, parce que les coques, c'est certes un petit volume, mais je vais trouver aussi d'autres thématiques, et ça va me permettre quand même de gagner des positions de manière assez facile, assez rapide, sans beaucoup d'efforts médias. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment créer de l'organique, créer de la présence organique. Donc, le content planning va s'alimenter de sources de données conversationnelles sur les réseaux sociaux et de recherche sur Google. C'est ce qu'on appelle le search listening. Et le search listening, aujourd'hui, c'est incontournable pour un marketeur, je pense, parce qu'il permet de lier le Search Engine Optimization chez Google et le Social Media Optimization, SMO, sur les autres plateformes que sont Pinterest, que sont Instagram, Meta et consorts. Donc, pour résumer sur la place des réseaux sociaux chez Orange France, c'est une place qui est éminemment transverse, qui est éminemment, on va dire, un carrefour organisationnel, puisqu'on va parler bien évidemment de la marque, avec les insights conversationnels, avec le community management, avec les contenus réactifs et messages personnalisés, l'amplification de l'audience et de l'influence, mais on va aussi parler à côté de social marketing, parce qu'on est quand même à la croisée du marketing. On va segmenter les audiences, les clients, les prospects, les influenceurs. On va travailler sur même des programmes d'engagement client à valeur pour qu'ils puissent générer du contenu user-generated content et faire de la recommandation. Et on va travailler aussi sur du social relation client. Pourquoi? Parce que il faut qu'on puisse prendre en charge sur les réseaux sociaux les problématiques de service client, sinon ça ne fonctionne pas. Et on va travailler sur un programme d'excellence de service client pour qu'on ait une expérience irréprochable sur les réseaux sociaux et qu'on fasse justement une différenciation, qu'on ait une différenciation perçue des clients et même du public d'Orange par rapport à nos concurrents. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner une vue, on va dire, la plus authentique finalement, qui retranscrit le mieux, je pense, notre vision du social et des réseaux sociaux, de la place des réseaux sociaux aujourd'hui dans l'entreprise en 2024. Si j'ai encore un petit peu de temps, je vous partage un cas d'usage de création visuelle de l'IA générative Midjourney, puisqu'on a fait un test sur Midjourney il y a quelques mois de cela. Et c'était un vrai sujet pour nous et comme pour beaucoup d'entreprises. Donc, le sujet de la valeur recherchée par rapport à ce cas d'usage, il était vraiment de savoir, si il serait compliqué ou pas de travailler avec l'IA générative sur des contenus qui sont souvent impossibles à réaliser en photo, shooting, avec des personnes. Donc, prendre vraiment des cas où, pour nous, c'est très difficile de faire des shootings. Je vais vous donner un exemple juste après d'une personne qui est dans une nacelle, par exemple. Bon, bah voilà, là, c'est compliqué. Et donc, est-ce que l'IA générative peut nous aider à faire ce type d'image très réaliste sans qu'on ait toutes les contraintes techniques? On voulait aussi regarder si on pouvait faire des images sur des délais très courts grâce à l'IA générative. On voulait aussi voir si nos audiences allaient accepter d'être,
d'être soumis à des contenus réalisés par l'IA générative, même si elle ne le voit pas forcément. Donc, c'est un problème d'éthique, de polémique. Et on voulait aussi valider ou invalider si l'utilisation de l'IA générative pouvait réduire nos coûts. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on cherchait à valider. On est passé par un comité éthique et responsable d'Orange France pour faire ce test. C'était très important de le faire pour une entreprise. On a fait très attention au fait que les utilisateurs finaux soient informés de notre utilisation de l'IA. De regarder aussi comment l'humain peut superviser cette IA générative. Notamment, l'IA générative fait énormément d'hallucinations, donc il faut qu'il y ait un contrôle humain pendant la production et un autre avant la publication. On a regardé aussi tous les sujets des biais éthiques. Vous savez que l'IA générative s'entraîne sur des sets de données qui sont des sets de données qui eux-mêmes comportent des biais, notamment en termes de couleur de peau, par exemple, en termes de représentation des minorités ou des femmes, par exemple, quand dans un environnement corporate. Donc tout ça, on a fait très attention aussi à respecter cette éthique. Et on a regardé aussi, on a fait très attention à ce que notre test ne comporte pas de données personnelles et qu'il n'y ait pas de sujet de propriété intellectuelle, puisqu'il y a un vide juridique, comme vous le savez, sur les productions d'IA générative. On avait du coup sur ce test un besoin très concret. C'est notre compte Instagram, Orange France. C'est un compte qui demande de produire du contenu de manière très fréquente pour alimenter l'algorithme d'Instagram, avec une ligne éditoriale qui est une ligne qui met en scène des objets de smartphone et des objets connectés. Et souvent, ce qu'on faisait sur Instagram, c'est qu'on prenait des photos de salariés, on ne cadrait pas le visage pour que nos salariés ne soient pas reconnaissables, et donc du coup, les contenus, ils sont un peu moins engageants parce qu'on voit pas les personnes, et les conditions de production bridaient la créativité. Donc la question qu'on avait, c'était de se dire, est-ce que l'IA va nous aider sur ce sujet? Et eh bien, on a regardé en fait plusieurs sujets, on a testé sur plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est un sujet de publication sur la thématique business réparation, où vous voyez cette femme qui est en train de se filmer sur une crémaillère dans un parc où vous savez, on est dans les bois et on crapahute dans les bois et puis on fait sur une crémaillère c'est une sorte de parc d'attraction si vous voulez, et donc qui veut se filmer et qui perd son téléphone. Donc ça aurait été très compliqué de le shooter en réel, et donc on a testé ça avec l'IA générative et voilà ce que ça donne. Pareil, on a voulu aussi faire des fonds d'écran, des fonds derrière des équipements, des smartphones qu'on ne pouvait pas faire forcément dans les temps. Et puis sur d'autres sujets comme la marque employeur, des campagnes de recrutement où on a travaillé sur différents modèles de personnes avec des coiffures plus ou moins chouettes. Voilà. On a du coup mesurer les performances de ces images qu'on a créées par intelligence artificielle, et on s'est aperçu qu'on était complètement dans les standards d'engagement. Il n'y avait pas de diminution de standards d'engagement, ni d'augmentation, on était complètement dans les standards. Donc ça nous a quand même rassurés parce que on s'est dit, finalement, on pourrait très bien utiliser cette intelligence artificielle sans dégrader nos performances. On l'a fait aussi avec un autre sujet, toujours sur le compte Instagram, pour le calendrier de l'Avent, où on a utilisé des éléments des campagnes de publicité avec les lutins et qui ont des petites oreilles pointues. Et ce qu'on a regardé, c'est on a travaillé sur une fonctionnalité de Midjourney qui s'appelle le Vary Region, qui permet de faire varier certains éléments d'une région de la photo. Et on a pu justement travailler une série de contenus de calendrier de l'Avent, donc où il y en a un par jour, qui nous a permis d'être plus productifs tout en restant très créatifs. Donc le test a été concluant in fine,
Et avec une petite note, par exemple, pour vous montrer que tout n'est pas forcément simple, c'est que sur la première image générée par l'IA générative que vous voyez à droite, ben, il manquait un matériel de sécurité adéquat, ce qui aurait été un problème en termes de posture et de RSE et d'éthique. Donc, on a fait retravailler l'IA pour qu'il y ait effectivement un casque de protection. Et de même, sur l'image du bas, vous aviez dans la première prompt un adolescent avec un ordinateur, et donc l'IA a automatiquement, naturellement mis le logo Apple. Et donc, eh ben, il a fallu qu'on le floute, enfin qu'on l'enlève ce logo, parce que on n'avait pas le droit de le mettre. Voilà. Et un dernier exemple sur la Tour Eiffel, où là, il est soumis à droit d'auteur. Donc, c'est vous dire l'importance d'utiliser l'IA dans un cadre supervisé par l'humain, avec des vrais directeurs artistiques formés au sujet, de manière à ce que, bah, effectivement, on gagne en productivité, on gagne en rapidité, mais on est toujours cet œil important de nos experts, pour ne pas faire n'importe quoi, parce que l'IA, c'est finalement, c'est très, très, très performant, mais c'est bête et méchant, et ça ne prend pas en compte l'ensemble des éléments législatifs et contextuels de l'entreprise. Alors Et Bruce, tu j'en as une ai question, terminé. pardon Bruce, tu as une question de Thomas Oui, qui demande, avez-vous eu recours à une agence pour faire ces visuels, ou est-ce que c'est des compétences en interne? ce sont des compétences en interne. Ce sont des compétences en interne, puisque nous avons des directeurs artistiques chez Orange qui travaillent avec les agences. Et on a la chance d'avoir une personne qui est DA en interne, qui a tout de suite pris le sujet sur Midjourney, qui nous fait des prompts, et qui est une prompteuse hors pair sur Midjourney. Et donc, c'est super, parce qu'en fait, ça augmente la DA, et en même temps, avec un œil extrêmement critique, qui nous permet vraiment de bien nous positionner pour gérer les hallucinations éventuelles de l'IA. Merci Bruce. On a Nadia qui nous demande, donc à votre avis, quel est l'impact des contenus générés par l'IA sur l'engagement des utilisateurs et la fidélité marque client? Donc est-ce que justement ces modifications avec l'IA, ça se voit, et si oui ou sinon, est-ce que ça a un impact sur la relation qu'Orange essaie de nouer avec ses consommateurs? Ben, en fait, les résultats qu'on a, alors c'est des résultats juste sur ce POC, hein. On a fait que Oui. voilà, mais nous montre qu'en réalité, il n'y a pas de, de changement de taux d'engagement sur ces types de contenus. Donc, en fait, non, j'ai envie de dire, c'est assez neutre en réalité. Très bien. Dans l'attente d'autres questions, je te laisse poursuivre. Merci Bruce. Non, mais en fait, je crois que là, j'ai terminé. J'ai terminé ma présentation. Donc, Ah bah maintenant, parfait. on peut avoir une discussion interactive avec grand plaisir. Bon bah merci. J'ai vu d'ailleurs que j'ai encore une question de Thomas. Est-ce que cette stratégie, donc on parle, j'imagine, de la stratégie de search listening, vous aide à remonter sur les autres mots-clés concurrentiels avec juste le SEO? En visant les mots-clés des petits ruisseaux. Bah, en fait, c'est ça notre objectif, hein. Notre objectif, c'est ça, et c'est ce vers quoi on s'emploie. C'est comment mettre en place des contenus durables, et on travaille avec des outils comme Trajan, par exemple, où vraiment on pilote au mois bah, nos positions de recherche, tout simplement. Et on essaye de travailler avec aussi les réseaux sociaux, avec Pinterest, parce qu'on sait qu'en fait, entre les écosystèmes Pinterest, les écosystèmes Facebook, Twitter, et notamment le DMA, que tout se parle. D'ailleurs, quand vous regardez faites une recherche, par exemple, boutique Orange, Orléans, Brest, vous tombez sur maintenant des sites de lieux, et dans les sites de lieux, on vous pousse les pages Facebook de la boutique, ce que ne faisait pas Google avant. Donc, en fait, tout s'entrecroise dans le moteur de recherche Google, dans le moteur de recherche TikTok, etc. Donc, on a besoin d'être partout en réalité. Et donc, la complexité, c'est comment on le pilote. Donc, c'est par nos dashboards, et on a des dashboards vraiment très sophistiqués. Moi, j'ai une équipe data
qui est bien robuste, j'ai même un data scientist qui travaille sur Python, qui nous fait des dashboards exprès à façon, de manière à ce que nos responsables de stratégie de communication puissent vraiment piloter l'ensemble des leviers avec les positions de recherche. Bruce, tu nous disais en introduction que toi, tu travailles donc sur Orange France et donc tu as un écosystème social media Orange France. Quelle est la différence avec, avec justement Orange? Alors, je sais pas comment on peut l'appeler, Orange Monde, Oui, Orange International, Orange Marque. en gros, tout à fait. Ben, c'est une question de cible en fait, hein. Le Orange Group va s'adresser à tous les publics internationaux, donc de différentes langues, de différents continents. Donc il va vraiment s'adresser de manière globale. Donc typiquement pour les JO, il va s'adresser de manière globale parce que les JO est un événement international. Nous, chez Orange France, on va vraiment travailler sur les offres d'Orange en France. Voilà. Les boutiques, les gens qui habitent en France, toutes les communautés qui sont susceptibles d'acheter, Soch, Orange, maison protégée, voilà. Et donc voilà, c'est vraiment une question de cible tout simplement. D'accord. Donc, par exemple, tu veux mettre en avant la dernière offre de forfait mobile plus Internet, c'est Orange France. Absolument. Tu veux mettre en avant l'engagement du groupe Orange donc pendant les JO, c'est l'écosystème Orange Group. Exactement. Ok. Et est-ce qu'il arrive que vous ayez des audiences, tu vois, conjointes? C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu lances une campagne marketing, enfin une campagne paid, par exemple en social ads, sur ton écosystème, et qu'en Mmh. parallèle, il y en ait également une, tu vois, sur Orange qui concerne justement des audiences françaises. Ça peut arriver et c'est pour ça qu'on a des comités de connection planning pour vraiment identifier, notamment, je vous ai parlé de Bien Vivre le Digital, on fait de l'accompagnement numérique. Nous, on travaille sur des ateliers numériques pour plein de cibles, notamment, ça peut être des retraités, des personnes voilà, qui sont en difficulté, etc. Numériquement. Dans la raison d'être d'Orange, il y a aussi For Good Connection qui va travailler plus la responsabilité numérique auprès des jeunes. Et donc tout ça, il peut y avoir des recoupements. Hmm. Donc là, dans ces sujets-là, dans ces zones-là, on se met d'accord pour ne pas se phagocyter. Alors attends, il y a plein de questions là. Alors on a Clément, Clément qui dit est-ce que cette stratégie de communication digitale, tu penses qu'elle peut être appliquée à une entreprise qui soit plus petite et qui soit que sur du B2B, ou vraiment ce que tu nous as présenté, c'est propre aux grandes organisations qui mobilisent beaucoup de métiers et des audiences énormes, hein. Les chiffres que tu nous as présentés en intro, 1 milliard, c'est ça, tu disais 1 milliard d'impressions France Ouais, ouais, ouais. annuelles. Mais encore une fois, j'estime que ça, c'est plus un vanity metrics. Parce que pour le milliard 5, combien ont vraiment engagé de manière positive? C'est ça la vraie question. Oui, je pense que là, je vous ai présenté quelque chose de très complexe avec énormément de touchpoints, beaucoup de gens. Et en réalité, bien sûr que la stratégie de communication, elle peut s'appliquer avec moins de moyens à une entreprise B2B. Si vous prenez une entreprise B2B, l'important, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux qui vont concerner donc plus LinkedIn, forcément, hein, et X. Mais ça peut être aussi Insta, hein, ça dépend de ce que vous faites en B2B. Hein. Si vous vendez, par exemple, des articles maintenant, bien évidemment, il faut être présent sur Insta à d'autres entreprises, par exemple, ou un process industriel que vous allez d'écrire, voilà, Instagram peut être aussi très très bien, ou de la formation aussi, ça peut être ça. Donc la présence sur les réseaux sociaux est importante et votre présence sur le web pour pouvoir émerger quand les gens font des recherches, elle est aussi super importante. Et sur YouTube aussi. Donc il faut travailler ces écosystèmes, il faut travailler le conversationnel, c'est très important. Moi, encore une fois, je le répéterai jamais assez. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est votre capacité à créer des communautés et à engager et converser avec elles.
Merci Bruce. On revient sur l'IA, les images générées par l'IA. Tu vois, ça inspire pas mal nos spectateurs. Donc, la question c'est oui, est-ce que donc sur les visuels qui ont été générés par l'IA, vous avez mis la mention générée par l'IA? Oui, oui. Ok. Et est-ce que ça a généré des commentaires particuliers? Eh bien non, mais on voulait justement le valider, donc on l'a testé et ça n'a pas généré de commentaires particuliers. Donc non, ça a été assez neutre en réalité. Bénédicte, sur un tout autre sujet, donc sur l'impact environnemental. Alors, elle dit dans l'utilisation de l'IA générative, mais on peut dire d'une façon générale, on sait que c'est important la responsabilité et la communication responsable au sens de de l'approche stratégique de tous les leviers communication et marketing et sur leur impact sur l'environnement. Comment toi ça t'impacte dans ta façon de travailler avec tes équipes? Ouais, donc c'est dans le slide là du comité éthique, il y avait une ligne sur la frugalité et impact sociétal. Et, euh, et donc bah, la problématique du consommation énergétique, elle est à considérer, hein, mais on l'a pas piloté dans le POC. C'était pas pilotable pour le POC parce que c'était trop petit. Mais évidemment que c'est quelque chose qu'on regarde de manière très attentive parce que ça fait partie effectivement des, euh, des moyens et des technologies qui sont très énergivores, j'en conviens. Ouais. On a Wafa qui nous dit donc la présence sur TikTok, pour l'instant, elle se base uniquement sur l'organique. Alors je dis pour l'instant parce que peut-être que ça peut changer. Ouais. Mais est-ce que c'est un choix de votre part? Ouais. Pourquoi? Oui. Alors, c'est un choix de notre part pour le moment. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous mettez 1 € en organique sponsorisé sur TikTok, tous vos stats vont descendre, vont plafonner si vous mettez plus d'argent. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que l'algorithme, en fait, c'est un peu comme un drogué. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à médiatiser, c'est terminé, il faut médiatiser. Et là, c'est un budget énorme. Donc, ce qu'on essaye de faire pour le moment, et ce qu'on a réussi à faire, c'est à comparer avec nos concurrents le nombre de vues. Donc, par exemple, on a pris des contenus où on avait, allez, je dis n'importe quoi, peut-être 5 millions de vues, par exemple, 5 millions de vues, et le nombre de commentaires et d'engagements, et on regardait par rapport à des concurrents qui avaient, je sais pas, peut-être 2 ou 3 fois plus de vues, et ils avaient exactement le même nombre de commentaires ou d'engagements. Donc en fait, on s'est dit, c'est pas ça qu'on doit prendre comme KPI. Il faut vraiment qu'on prenne juste le nombre d'engagements. Si on arrive avec moins de vues à faire autant d'engagements, ça nous va très bien. Donc on va travailler sur les communautés, on va travailler sur l'influence, on va travailler sur du share de médias en fait. On va mettre plus d'argent sur la production de contenu et sur de l'influence avec des jeux, des interactions, etc. de manière à créer une communauté plutôt que de faire du bombarding. Et quand on ne fera pas de bombarding et qu'on ne mettra pas de médiat, on se retrouvera à plafonner parce que l'algorithme ne voudra pas nous lancer plus loin. Alors c'est aussi, Bruce, qu'on peut préciser, c'est que Orange a été une des premières grandes marques françaises Ouais. à se lancer sur TikTok. Je crois que vous y êtes depuis 2019, si je me trompe pas. Alors, Orange Group, ouais, Orange Group. Orange. Oui, mais je Là, veux c'est dire Orange France. Voilà. Orange France, mais je veux dire Orange, je veux dire déjà il y avait cette Oui, oui, volonté tout à de fait. faire ses essais sur TikTok et puis avec un éditorial aussi très ambitieux. Donc c'est aussi qui explique que vous ayez fait ce choix-là. Si tu es aujourd'hui une marque qui veut arriver en 2024 sur TikTok, pour pouvoir émerger, il n'y a pas 36 000 moyens, il va falloir que tu fasses du paid. Bah, en fait, c'est justement, je précise, hein, euh, le compte dont tu parles, là, qui existe Oui, depuis, on a été les premiers, c'est le compte @orange TikTok. Là, on a lancé depuis début juin notre compte qui s'appelle @orange France. C'est ce d'accord, compte-là qui est lancé en juin, qui ne fait que de l'organique. très bien, je comprends. Donc, ça veut dire que là, on est en train de tester avec un lancement d'un nouveau compte, qui est plus business, hein, Oui. du full organique, du bio total, en gros. Voilà. Et pour l'instant, ça fonctionne. Et donc, on va essayer de tenir le plus longtemps possible parce que notre conviction,
C'est qu'en réalité, et d'ailleurs, il y a plein d'influenceurs qui le font, hein, plein d'influenceurs qui ne font pas de médiatisation, en fait, qui refusent de faire de la médiatisation, y compris sur Instagram. Donc, nous, on part du principe que c'est pas parce qu'on est une marque qu'on doit forcément avoir une logique de médiate. Mais à partir du moment où on met 1 euro, c'est terminé. On est Ouais, il n'y a obligé. pas de retour en arrière. Ouais. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est ce qu'on est en train de tester. C'est une forme de test, en fait, hein. Ok, intéressant et merci, merci de le partager avec nous. Et d'ailleurs, tu parlais des influenceurs, on a une question de Nadia qui nous dit, est-ce que vous avez des idées de collaboration avec des influenceurs virtuels? C'est-à-dire avec des avatars ou peut-être des IA, tu sais, qui... Pas pour le moment, non. Pas pour le moment. Ok. Dans notre ADN de marque, il y a vraiment humain. Il y a le côté humain, donc on peut vraiment traduire de l'émotionnel. Et pour le moment, on ne voit pas d'influenceurs virtuels, en tout cas sur nos sujets qui sont intéressants. Écoute, merci Bruce. Et j'ai une toute dernière question, je vois. Attends, je suis en train de remonter dans le fil. Alors une question encore sur l'IA, mais qui est peut-être plus générale à la culture d'entreprise et à la culture digitale au sein du groupe Orange. Thomas qui nous demande, est-ce que l'IA est un outil qui est poussé dans les équipes par Orange? Alors Orange France, mais ça peut être le groupe Orange pour améliorer votre productivité. Donc tu vois, est-ce que on sait on a, on va dire, des modèles d'entreprise où c'est attention, on touche pas aux IA parce que c'est dangereux, on attend de voir ce qu'on fait. Comment c'est côté Orange? Alors non, c'est vraiment effectivement un objectif de démocratisation de l'utilisation de l'IA générative de type ChatGPT. Donc ce qu'on a mis en place, que le groupe a mis en place, ils ont mis en place un moteur, enfin une IA générative qui utilise ChatGPT, mais pas que, qui est sur les serveurs d'Orange. C'est-à-dire que quand on travaille avec cet outil, aucune information ne va en dehors d'Orange, on est partagé avec ChatGPT ou autre. Et il s'appelle Dinutu et il est très très utilisé. Moi, j'encourage beaucoup mes équipes à l'utiliser quand ils doivent faire des rapports, etc. En fait, mais bien sûr, avec toujours, on a des formations hein, là-dessus. Hein. On a des formations parce qu'il ne faut pas que le modèle, quand il hallucine, nous retranscrive des informations qu'on va ensuite retranscrire aux autres. Mais il faut voir ça comme un super stagiaire, un énorme mathématicien qui va nous permettre statistiquement d'aller chercher de la donnée et de la compiler de manière plus rapide. Et ça fait gagner du temps, y compris à moi. Hein. Moi, ça me fait énormément gagner de temps quand j'ai des rapports ou j'ai des sujets à faire, que je cross-check à chaque fois, bien évidemment. Mais oui, c'est disponible pour l'ensemble des salariés d'Orange. Écoute, Bruce, encore un grand merci d'avoir passé ce moment avec nous. Nous, donc dans nos étudiants, on a une partie en tout cas de la promotion de cette année qui termine sa formation cet été, donc qui sera sur le marché dès septembre. Est-ce que tu recrutes toi au sein de ton équipe? Est-ce que ça recrute au sein de la com et du marketing d'Orange France? Alors, j'aimerais qu'on puisse recruter. Hélas, Orange est une grande société et aujourd'hui, on n'a pas la possibilité, on est très, 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 très nombreux. On n'a pas la possibilité de recruter en externe pour le moment. Toute Mais mon équipe, d'ailleurs, sinon c'est quel type de profil en général que vous recrutez? Est-ce que vous êtes sur des profils généralistes, tu vois, des gens qui sont capables de pouvoir intervenir sur tous les leviers, ou alors est-ce que vraiment tu vois, vous recherchez des spécialistes, tu vois, sur telle ou telle activation, tel ou tel levier? alors, je parle pas de mon équipe parce que moi, j'ai jamais recruté en externe sur mon équipe. Hein, pour vous dire, j'ai toujours formé des personnes et des experts. En fait, je les forme. On fait vraiment de la formation dans la maison. Mais sur Orange, les profils qui sont chargés, c'est effectivement des profils très techniques qu'on n'arrive pas à former en interne. Donc, ça peut être des data scientists, ça peut être des profils très pointus sur, par exemple, la publicité, régie publicitaire, par exemple. Ça, c'est une autre équipe. Ou sur la cybersécurité aussi. On recrute beaucoup sur la cybersécurité, Orange Cybersécurité. Voilà. Pour le reste, on est vraiment sur de l'humain, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup l'humain. Donc, on accueille des stagiaires, on accueille des apprentis. Malheureusement, on est très très peu, on a très peu de leviers pour recruter en externe. En tout cas, sur ma direction.
Bon, merci Bruce. Hein. Bon, c'était pas du tout la question piège, hein, et en tout cas, merci d'y avoir répondu. Mais je pense que ça donne envie. Hein. Tu vois, on sort de cette masterclass, ça donne envie, en tout cas, de participer à cette aventure. Merci de nous avoir partagé tout ça. On a bien vu votre approche. Qui effectivement est basée sur de la data, qui est très data centric, data driven, mais aussi qui laisse place à une partie un peu plus empirique. Tu vois, tout l'époque, toute les approches test and learn que vous avez, bah, c'est peut-être ça, hein, c'est trouver le bon équilibre. C'est ça ton travail en tant que manager, c'est réussir à dire ok, pourquoi on y va, quels sont les éléments factuels qui nous amènent à faire ça, tout en se disant on se laisse assez de latitude et d'agilité pour peut-être rebrousser chemin ou arrêter si jamais c'est pas concluant. Donc c'est inspirant, voilà, de la part d'une grande entreprise telle qu'Orange, c'est inspirant et merci de le partager. Comment on suit ton actualité, Bruce? C'est quoi le réseau sur lequel tu es le plus actif? Eh bien, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Je poste, voilà. D'ailleurs, j'ai posté cette intervention pas plus tard qu'hier. Donc, effectivement, sur LinkedIn, aucun problème. Parfait. Et n'oubliez pas, envoyez toujours une invitation personnalisée. Donc, vous avez suivi cette masterclass avec Bruce, vous envoyez une invitation personnalisée, un petit message sur ce que vous avez retenu, peut-être même une question qui ferait suite à cette masterclass. Comme l'a dit Bruce, on reste des humains, hein, donc C'est ça. on personnalise l'invitation. Encore un immense merci, et puis on espère te voir bientôt avec le groupe de Vinci. On sait que tu interviens aussi avec l'IM, et on en profite pour passer un coucou à Christophe Danet, mais c'est toujours très riche quand on a la chance de t'avoir. Donc, une nouvelle fois, un grand merci. Merci à vous. C'était un plaisir.